Bonjour à tous, une signature et vous reçoit aujourd'hui Dominique. Dominique Esclave. Bonjour Dominique. Bonjour Marie-Laure et bonjour à tous. Alors Dominique, tu es venu nous parler un peu de ce que tu fais, qui est assez étonnant d'ailleurs. Enfin, le fait de faire des gâteaux n'a rien d'étonnant, mais tu as repris une recette de Nostradamus. Explique-nous ça. Oui, j'ai repris une recette de Nostradamus. En fait, ce sont ces roches, ces pignolas en roche, comme il l'appelait. Une recette de 1549. Exactement, elle date, elle est même antérieure à 1549. Il l'a ramenée en 1549, car il a été la chercher lors d'un de ses voyages en Italie. Je tenais qu'il allait souvent en Italie pour ses recherches et puis son érudition en domaine d'une part astrologique et également surtout médical. Et c'est lors d'un de ses voyages qu'il a ramené cette recette des pignolas, qui était donc des gâteaux. Enfin, c'est pas des gâteaux, c'est pas des biscuits, c'est entre le biscuit et le macaron, voilà, qui est constitué donc de pignons de pain, d'amandes, de fleurs d'oranger, d'autres fleurs d'oranger. Donc des produits qui sont tout à fait locaux, étant donné que c'est ce qu'on trouvait à l'époque dans le sud de la France et en Italie également. Et il les a ramenés en France et il les a consignés, cette recette de gâteau, il l'a consignée à l'intérieur de son livre de recettes des confitures. Car comme on sait très bien, Nostradamus, médecin, soignait avec des confitures. Tu m'apprends quelque chose. Eh oui. Alors des confitures, c'était pas de la confiture de fraises, c'était pas de la confiture de groseille ni de myrtille, c'était plutôt des confitures avec des plantes médicinales. Et je pense qu'il faisait tout ça en confiture pour faire passer la pilule, si je peux me le permettre, ça ne veut pas être très sympathique en fin de compte. Ah non, donc un peu de sucre ou du miel avec ça passait mieux. Donc c'est comme ça qu'il a consigné cette recette dans son livre des confitures qui nous a ramené donc d'Italie. Alors je ne me souviens plus le nom exact de la dame qui était la femme d'un seigneur italien qui aimait ces gâteaux. Mais je comprends, c'est délicieux. Et d'autre part, le nom de la ville non plus, je ne l'ai plus en tête. Mais enfin, je comprends qu'il l'ait mise, cette recette, au sein du livre des confitures, donc, qui était pour faire passer sa pilule, je dirais, parce qu'en fin de compte, là, il soignait par la douceur du produit, je dirais, le bien-être de la personne, et c'est aussi soigner l'âme, on est d'accord, et le corps. Pourquoi Nostradamus? Quelle est l'idée qui t'a poussé à aller chercher ce genre de recette? En fait, pourquoi Nostradamus? Pourquoi cette recette? Elle est tombée là par hasard. Tout simplement, j'appartiens à un club qui s'appelle le Club 41 français, qui regroupe des gens qui ont plus de 41 ans, donc Club 41, et qui est la suite logique du Club de la Table Ronde. Donc le Club de la Table Ronde, c'est un club qui a été constitué au début des années 1900 par un dissident du Rotary qui était jeune à cette époque-là, qui trouvait qu'il n'avait pas suffisamment la parole et que c'était un peu vieillot. Alors donc il a créé un nouveau club pour pouvoir aider justement les jeunes qui s'installaient dans une région, de pouvoir se faire un réseau d'amis et puis éventuellement un réseau professionnel. Et donc petit à petit ça s'est installé dans toute la France, dans toutes les villes françaises moyennes, où il y avait des gens, des ingénieurs, des médecins, des avocats, enfin des professions libérales principalement, ou des hauts fonctionnaires qui venaient s'installer et qui ne connaissaient personne. Donc ce club de la table ronde, arrivé à 40 ans, on estimait que les gens avaient eu le temps de faire leur réseau, alors on dit au revoir. Et puis ils se sont dit quand même, 41, on n'est pas encore... Ajouté à la poubelle, pas encore. Complètement, on se marrait bien quand on était tableur, on va peut-être continuer à le faire. Donc on a créé le Club 41. Et dans le cadre du Club 41, chaque année, nous avons 2 journées particulières.
un comité national des saveurs, comme on appelle ça. Donc c'est toutes les régions. Il y a une dizaine de régions en France qui se réunissent. Là, cette année, ça va être à Arcachon, pour chacun amène sa spécialité locale et qu'il fait goûter aux gens qui sont là. Donc c'est une manifestation qui regroupe plusieurs milliers de personnes quand même. Quand même. Ah, oui. Et on organise la même localement, c'est-à-dire par région. Et nous, cette année, ça va avoir lieu à Salon de Provence. C'était la ville d'origine de Nostradamus, n'est-ce pas? Comme un fait de coïncidence, je dirais, mais disons que la coïncidence, c'est que l'année dernière, lorsqu'on l'a organisé, c'était à Montélimar. Donc c'est pas le pays, mais c'est plutôt des nougats. Mais donc Montélimar, nous, notre club de 41 se situe à Saint-Rémy-de-Provence. Il était tout nouvellement créé. Et donc on s'est dit, ce qu'il faut, c'est que nous amenions une spécialité de Saint-Rémy-de-Provence. Donc j'étais chargé, quelque part, de trouver la spécialité locale. J'ai cherché, alors j'ai trouvé la cardane, la yoli, la soupe aux pistes, tout, mais ça c'est provençal, oui, je suis d'accord, mais pas forcément saint-rémois. Et puis j'étais sur le net, et puis je me suis dit, voyons dans ce qui peut être biscuits, bonbons, enfin quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur les fameux pignolas de Nostradamus. Voilà comment j'ai trouvé les pignolas de Nostradamus. Et comment je me suis mis à les ressusciter, je dirais, parce que bien qu'il y ait... C'est le petit duc, si je ne me trompe pas, à Saint-Rémy, qui en a fait ou qui en fait peut-être encore, mais voilà. Et donc, je me suis dit, je ne savais pas qu'ils en faisaient. C'est après qu'on m'a dit, ouais, mais il y a que je me suis mis à faire ça. Et puis apparemment, j'ai rencontré l'ancienne chef du Petit Duc qui est venu voir, mais qui a goûté. Mais je préfère tout de même les tiens. Bon, c'est un honneur pour moi que voilà. Alors, quand même, Dominique, parce que c'est pas du tout ta partie, le gâteau. Alors, raconte-nous un peu, c'est une reconversion. Parce que tu es quand même quelqu'un de très surprenant, qui a plusieurs vies en une seule. Oui. Tout est très séparé, parce qu'à chaque fois, tu prends un chemin complètement différent. Ah oui, complètement, oui, et bien sûr. Toujours avec une facilité, une aisance, finalement, assez déconcertante. Quand je vois ta signature, tu es quelqu'un qui avance, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, et tu ne t'arrêtes pas. Ah non. Mais tout est segmenté, tout est séparé, donc raconte-nous, parce que quand même c'est étonnant. Alors c'est segmenté, oui. C'est clair que je suis, de ma formation, je suis ingénieur en physique appliquée, oui. Donc il est clair que, encore je serais chimiste, ça se comprendra un petit peu, mais là, non. Mais ceci dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie a toujours eu malgré tout un petit lien. Un petit lien. Parfois qu'il faut chercher loin, oui. Mais un petit lien quand même. Entre l'ingénieur et le faiseur de miracles avec ses gâteaux. Oui, mais entre l'ingénieur qui a travaillé pendant plus de 25 ans pour un grand du cosmétique français pour leur réaliser des robots pour les laboratoires de recherche, celui qui fait aujourd'hui des biscuits, des rochers, exactement. Il y a eu d'autres choses dans l'intervalle. Hein, il y a eu la psychothérapie aussi, où je suis psychothérapeute, hypnothérapeute, et que j'ai professé pendant une quinzaine d'années. Tout en faisant malgré tout mon travail, parce que lorsque j'ai quitté la société cosmétique en question, j'ai continué à œuvrer dans le domaine de la robotique et l'organisation de laboratoires de recherche à mon propre compte. Et en même temps, parallèle... Il y a une raison spéciale pour que tu ne cites pas la société, l'entreprise? Oh, non, parce que de toute façon, c'est L'Oréal, hein, tout simplement. Oui, non, mais... Pour moi, il n'y en a qu'une. De toute façon, c'est on ne pourrait pas se tromper. Et surtout, on le voit bien. Bon. Cela dit, donc, il y a tout de même un point commun, je dirais, entre cette espèce de physique appliquée avec des robots en finale et la psychothérapie.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je développais des robots pour les laboratoires de recherche, il m'est arrivé fréquemment de me retrouver en face le personnel à qui j'allais confier ces outils et qu'ils allaient donc utiliser. Et parfois, je sentais la douleur de ces gens de se voir retirer un travail qu'ils avaient l'habitude de faire et n'être plus que des serviteurs du robot quelque part. Or, ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'en fin de compte, ce que l'on conservait, c'était principalement leur intelligence de façon à interpréter les choses et mettre les choses en place. Si on faisait des robots dans l'industrie pas pharmaceutique, mais cosmétique, pharmaceutique, c'est pas, dans le domaine de la recherche, c'était justement pour éviter aux gens d'être en contact de produits qu'on ne connaît pas. Et à l'instant, on fait de la synthèse de nouvelles molécules. Bah oui, on va trouver une molécule, mais est-ce que cette molécule va être sympathique pour l'individu qui est en face, ou est-ce qu'elle risque d'être ce qu'on appelle un CMR, c'est-à-dire avoir des problèmes de reproduction, C'est fréquent, d'après ce qu'on entend. Etc., etc. Donc il vaut mieux que ce soit un robot qui ne se reproduise pas, par exemple, ou qui inhale une molécule qui ne soit pas très bon pour la santé, que ce soit plutôt un être humain. Donc après, une fois qu'on a trouvé cette molécule, et qu'on continue à l'essayer pour voir ce qu'elle donne avec des robots aussi, ou des automates, et qu'on aura la certitude qu'elle est tout à fait compatible avec le vivant et entre autres avec l'humain, à ce moment-là, on peut la remettre entre les mains de l'homme pour qu'elle puisse Voilà, c'est bien ce que tu nous dis, mais on entend beaucoup de produits qui sont exploités. Donc on a fait des tests, et qui finalement sont extrêmement dangereux pour la santé. Enfin, en tout cas, qui empêchent effectivement la possibilité de reproduction, qui empêchent les perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. Alors, comment se fait-il? Alors, je dirais, il y a société de cosmétiques et société de cosmétiques. Quand je parle de L'Oréal, je peux en parler en toute confiance parce que ce sont des gens qui réservent au minimum 5% de leur chiffre d'affaires pour la recherche. Recherche en tout genre, c'est-à-dire aussi bien pour de nouvelles molécules pouvant servir à leur composés cosmétiques, mais également, avant de les mettre dans leur composé cosmétique, voir quelle est leur activité, que ce soit biologique, que ce soit cosmétique par lui-même. Il faut savoir qu'un cosmétique, par définition, ne doit pas pénétrer le corps. Donc autrement dit, s'il pénètre le corps, ce n'est plus un cosmétique, c'est un médicament. Donc une crème est un médicament? Elle pénètre? Alors, il y a pénétrer. Allez, jouons sur les mots. Eh oui, non. Il y a tout de même, si on prend l'épiderme, enfin la peau par elle-même, elle est tout de même constituée de plusieurs couches. La couche superficielle, que je vais qualifier entre guillemets de couche plus ou moins morte, étant donné que ce sont des cellules qui vont terminer leur vie en surface. Si on pénètre cette partie-là, ce sont trop de risques. Par contre, si on va commencer à aller en profondeur et attaquer le derme, là, oui. Mais la crème n'est pas censée agir sur le... Généralement, c'est ce que j'appelle un enduit de surface. Hein. D'accord. Donc en fait, ça ne sert à rien. C'est un cosmétique. C'est un cosmétique. Appelons les gens les choses par leur nom. C'est un cosmétique. Je ne peux pas dire plus. Ok. Ouais, tu as quand même une formation scientifique. Hein. On sent que tu arrives à emballer les choses. Ce qui est important de signaler aussi, et c'est cette capacité d'emporter les gens avec toi. C'est-à-dire que tu arrives à séduire et à convaincre, non pas par envie d'être filou ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que tu sais fédérer, tu sais te faire entendre. Voilà. Ça, c'est très important. Et du coup, les gens te suivent dans ce que tu entreprends. Oui, je dirais, la logique est que dès l'instant où on aime ce qu'on fait, que l'on connaît bien ce que l'on fait, pour être un bon vendeur en quelque sorte, il
il faut d'abord connaître son produit. Et même si on sait que ce n'est pas le meilleur, le rendre meilleur par un tas d'artifices, cosmétiques par exemple. Bon, moi, mon produit, il est excellent, donc je n'ai pas besoin de l'enjoliver autour. Mais non, mais c'est vrai qu'il est important, je dirais, on met le meilleur. Là, tu mets du cœur à vouloir des produits sains, des Oui, produits qui ont oui. une qualité nutritive réelle, etc. Nutritive, je ne sais pas s'ils ont vraiment des qualités nutritives, parce que maintenant, avec les normes sur la nutrition, le sucre, etc., je peux peut-être me placer dans la zone rouge avec le sucre. Bon, ceci dit, cela étant, t'en mets pas beaucoup, hein. Non, j'en mets pas trop, mais je pense que d'un certain côté, ces gâteaux, ils ont une histoire. Donc, dès l'instant où on raconte cette histoire, et qu'au travers de l'histoire, on va commencer à avoir l'eau qui monte à la bouche, et qu'ensuite on en déguste un petit peu. Je me souviens d'une de mes premières clientes sur un petit marché à Entresins, à qui j'avais fait goûter comme ça un petit morceau de gâteau, qui goûte, et puis qui s'en va. Et que 5-10 minutes après, je la vois revenir, elle me dit: vos trucs, c'est addictif, hein, je veux bien l'acheter. Et bon, c'est vrai, je lui avais raconté l'histoire du gâteau, parce que un gâteau, c'est un gâteau quelque part, mais un petit lu, par exemple, ça a une histoire, mais on ne la raconte plus parce que tout le monde connaît le petit lu et tout le monde en mange, et que c'est quelque chose de gigantesque. Et il y a eu tout de même toute une publicité, une communication qui avait été faite à l'époque pour que Lu fasse ses biscuits, que ce soit les petits beurres, que ce soit les chocobelles et tout ce qui s'ensuit, mais pour nos pignolas, c'est tout de même différent. Rien que le nom est différent. J'ose croire que les tiens ne changeront pas à mesure du temps et que le goût restera le même. Alors, j'en discutais justement il n'y a pas très longtemps avec une personne qui actuellement est en train d'auditer les besoins des artisans pour essayer de construire du côté des Guiers un genre de pépinière pour artisans, et entre autres dans tout ce qui peut être alimentaire. Et on parlait donc, on rêvait du type de local qui serait intéressant pour des activités comme la mienne ou celle de mon ami avec qui je travaille dans mon labo, qui fait du chocolat. Et on était arrivé à dire, bon, nous, c'est des petites structures de 25 mètres carrés, 50, 100 mètres carrés maximum, c'est suffisant. Si on a besoin de plus, si moi j'ai besoin de 25 mètres carrés aujourd'hui pour faire mes biscuits, si j'en fais beaucoup plus, vraiment beaucoup plus, il m'en faudra peut-être 100 mètres carrés. Et je resterai à un stade artisanal toujours. Par contre, le jour où j'aurai besoin de plus de 100 mètres carrés, ça ne sera plus les mêmes biscuits, ça ne sera plus du tout, je ne serai plus un artisan. J'ouvrirai ma propre usine. Bon, ça ne sera pas le cas parce que je serai trop vieux, mais en fait, c'est ce qui se passerait. Il changerait de. Alors, oui et non. Et oui et non. Et c'est ce que j'expliquais aussi. Parce qu'il y a des amoureux de ce qu'ils font. Et je connais certains grands noms de la cuisine qui ont plusieurs restaurants, etc., mais qui se gardent un petit jardin secret où il y a quelques mètres carrés, soit je dirais à côté d'un de leurs établissements, ou même dans un établissement tout à fait pour s'amuser, et je dis bien, je prends le terme, pour s'amuser, à continuer à créer dans un petit coin et rester des artisans tels qu'ils pouvaient être à l'origine. L'artisanat, je pense, arrivé à un certain moment, c'est dans l'être. C'est-à-dire que quand on est artisan, on peut passer au stade industriel, parce que même M. Jean Schweller, le créateur de L'Oréal, il ne faut pas oublier qu'il a commencé ses premières teintures capillaires dans la cuisine de sa belle-mère. Bon, aujourd'hui, enfin quand je suis parti, L'Oréal c'était 45 000 personnes. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a, à ce moment-là c'était un artisan, et c'est devenu un industriel.
Et c'est vrai que ces produits ne sont plus du tout les mêmes. Alors, est-ce que dans son esprit, il est resté un artisan? Je ne pense plus, parce que M. Johnschweiler avait vraiment un esprit industriel. Moi, je n'ai pas du tout l'esprit industriel. Moi, je suis un artisan qui aime ce genre de choses. Toi, tu aimes, tu es à l'écoute de l'autre. Tu sais très bien, peut-être que ta formation de psychothérapeute t'a aidé, mais je pense que c'est ta nature. Non, jeune, non. Jeune, tu étais fougueux. Tu faisais ce que tu voulais. Tu n'écoutais pas trop. Oui. T'écoutais pas trop. Mais c'est venu plus tard. Plus tard, tu as eu ce besoin d'écouter, d'entendre et percevoir, comme si tu avais eu besoin de te rapprocher de la nature, comme si tu avais eu besoin de mieux, te sentir appartenir à quelque chose. Je ne sais pas. Alors moi, je vais t'expliquer. Quand j'étais jeune, j'étais fougueux, comme tu le dis, enfin fougueux, relatif. Bon. Mais j'allais de l'avant, c'est vrai. Du reste, je me souviens que vers l'âge de 18 ans, je m'étais dit, si à 20 ans, je n'avais pas fait ça, si à 25 ans, je n'étais pas arrivé là, si à 30 ans, je m'étais carrément fait un plan de carrière, je dirais. Et bon, ça c'est comme tout plan qu'on peut faire, ça se passe jamais comme on le pense. Mais malgré tout, quand je fais un comeback, je m'aperçois que si c'était pas à 20 ans, ça a peut-être été à 22 ans. Voilà, bon. Mais ce qui s'est passé chez moi, en fait, c'est que je me suis toujours lancé des challenges. Pourquoi? Parce que je venais d'une famille relativement modeste. Et je voulais tout de même montrer que tout en venant d'un milieu modeste, on peut arriver à quelque chose. Et ceci par d'une part sa tête et également par ses mains. Donc, les challenges que je me suis lancés, c'était toujours pour aller toujours plus haut. Pas forcément plus haut d'un point de vue social, mais plus haut d'une façon connaissance, voilà, d'expertise dans le domaine dans lequel je partais, etc. Jusqu'au moment, alors là c'est ma jeunesse, donc toujours, voilà. Jusqu'au moment où je me suis dit, de toute façon maintenant mon Dieu, tu n'as plus rien à prouver, tu es qui tu es, et en même temps je me suis trouvé. Et là j'ai plus eu besoin de prouver quoi que ce soit à moi-même ni aux autres. Et je suis arrivé dans un état, je dirais, beaucoup plus serein, d'épanouissement par conséquent, et avoir la certitude aussi quand j'entamais quelque chose, je pouvais le faire en toute quiétude. Ah, il y a une espèce de... Et c'est surtout, j'ai cette sensation d'appartenance à quelque chose, un besoin de faire partie de... Ah, bah, j'ai toujours eu une vie sociale, je dirais, que ce soit associative, même politique, très, très riche, très, très riche. Aujourd'hui encore, je suis président donc, du Club 41 de Saint-Rémy-de-Provence. J'ai même été, il y a 2 ans, vice-président de la région. J'appartiens à d'autres associations dans d'autres domaines. Oui, je suis dans le monde associatif très engagé. Et aussi, j'ai été donc dans une vie antérieure dans les Ardennes, quand j'habitais dans les Ardennes, très engagé politiquement, localement. Oui, oui, j'ai contribué à la formation de 2 communautés de communes où j'habitais, puis d'une intercommunalité, et je me suis retrouvé même à la région pendant un certain temps, voilà, où j'alliais et mon métier d'ingénieur et d'un autre côté mon représentant local. Voilà. Ce qui est aussi important de dire, c'est que tu as besoin de donner, d'apporter. Donc, les associations, tout ça, on le sent, mais il y a autre chose. D'un point de vue individuel, l'humain est important. Pour moi, l'humain est très important. Pour moi, l'humain, c'est la vie. Et la vie, on doit la protéger d'une part, mais aussi lui permettre de s'épanouir. Et donc donner, c'est justement permettre, lorsque c'est possible, je dis bien lorsque c'est possible,
Et lorsque la personne en a besoin, de pouvoir essayer, si on a les moyens, de lui amener ce qu'on peut lui donner. Et j'ai bien donné, c'est-à-dire ne pas dire, ça, c'est important. ne pas dire ah, tiens je te donne ça, mais à l'arrière-pensée de dire bah tiens peut-être que dans un an ou deux j'aurais peut-être besoin de ça. Non, moi un don c'est un don, c'est-à-dire que mais ça se sent. Il n'y a pas besoin de retour. Parce que, ça fait partie des choses naturelles. D'un point de vue symbolique, le gâteau, la nourriture, c'est apporter de l'amour. Donc il y a ce besoin qui est là, qui est présent et qui ne s'arrête pas. Tu n'as jamais fini. Tu as toujours des projets, tu as toujours des... oui. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'en as pas, mais demain matin tu en auras un. C'est quelque chose qui t'arrive comme ça. Ah non, on a l'intention de réinstaurer la foire au vin qu'il y avait à Saint-Rémy-de-Provence. Ah, j'ignorais. Voilà, donc là on est en train de réfléchir justement. Tu es originaire du sud de la France? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, moi je suis né à Paris. Ah oui, d'accord. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Je suis parti de Paris pour faire un petit tour en Afrique noire dans les années 75-80. Je suis revenu à Paris. Là, je suis rentré à l'éducation nationale comme prof parce que je continue mes études par la même occasion. Ensuite, j'ai travaillé, bien entendu. Quand j'ai terminé mes études, j'ai quitté mon métier de prof pour rentrer dans l'industrie, où j'ai tout de suite œuvré dans ce qui était ma formation d'âme, en physique appliquée, donc dans une société qui fabriquait des instruments de mesure, de contrôle et de régulation d'abord. Ensuite, j'ai fait 2 sociétés comme ça qui ont déposé leur bilan, c'était pas de ma faute. Et donc, au bout de la deuxième, j'ai dit, je vais créer ma propre société quand même, ça marchera peut-être mieux. Donc, j'avais racheté pour quasiment le franc à l'époque symbolique, une activité laissée par le syndic de la société dans laquelle j'étais et qui avait déposé son bilan. Ce qui m'a permis de recréer une entreprise pour justement pérenniser cette activité qui était la débimétrie, et principalement la débimétrie dans le milieu cryogénique. Et j'avais comme clients des gens comme Air Liquide, Cryolor, la Snecma, enfin des très gros noms. Et puis au bout d'un certain temps, j'en ai eu assez, j'ai revendu les parts à mes associés, je me suis pris une camionnette un camping-car exactement, et je me suis amusé à faire la route des vins. J'ai pris une année sympathique, qui aurait pu être sabbatique, mais c'était sympathique, où j'ai fait la route des vins, alors c'est très simple, je prenais rendez-vous avec quelques vignerons que je choisissais sur le guide Hachette ou des choses comme ça. J'allais visiter ce vigneron, je faisais des photos, je le faisais parler, un petit peu ce que tu fais avec moi là. Et puis, je ramenais tout ça à Paris. À l'époque, j'avais 2 amis qui avaient des restaurants sur Paris, et le jour de leur fermeture, ils me prêtaient leur restaurant. J'invitais tous les gens que je connaissais, parce que je ramenais en même temps un échantillonnage des vins qui m'avaient plu. Je présentais ça, le diaporama, je leur racontais la région, la vie des gens, etc. Les gens buvaient, mangeaient un petit peu parce que je faisais une saucissonnade comme ça. Ils commandaient les cartons, j'envoyais ça au viticulteur. Moi j'avais, avec un transporteur, négocié des tarifs spéciaux, il livrait directement à mes clients. Moi, je reprenais rendez-vous avec les vignerons, je repartais sur la route. Ça a duré 1 an, comme ça, très sympathique du reste. Au bout d'1 an, je dis, bon, allez, ça y est, on arrête de rigoler, on a bien joué. Et c'est là où je suis rentré chez L'Oréal. Pour plus en sortir, enfin, oui, j'en suis sorti de mon propre gré, 25 ans après. Oui, donc tu es parisien pur et dur. Donc tu es arrivé dans cette région il y a combien de temps? Ça fera 8 ans au mois de juillet prochain. Parce qu'en fait, j'y suis arrivé à reculons en plus, parce que Anne, mon épouse, a été la créatrice de l'école Supinfocom, qui maintenant s'appelle MOPA.
Et en 2017, cette école subissait un remue-ménage intérieur lié au comportement de son ancien directeur qui avait quelques différends avec son administration, c'est-à-dire la CCI. Et donc ça avait mis un remous à l'intérieur de l'école assez important, beaucoup d'étudiants étaient partis, il y a eu enfin bref. Et donc ils avaient demandé à Anne de revenir pour reprendre l'école qu'elle avait créée 25 ans auparavant, et pour la remettre sur les rails. Et donc, c'est comme ça que nous sommes venus dans le sud. Mais Anne a été contactée au mois de décembre pour ça. Début janvier, elle était sur place pour prendre son poste. Et moi, je suis arrivé qu'au mois de juillet seulement, parce que à l'époque, j'étais déjà à la retraite. Moi, j'étais bien dans les Ardennes, parce qu'on était dans les Ardennes à ce moment-là. Moi, j'étais bien dans les Ardennes. J'avais tous mes copains, j'avais toute ma vie sociale était là-bas. Et ce qu'on avait pu me raconter sur les gens du Sud, c'était pas triste. Hein. Je connaissais plusieurs personnes qui avaient essayé de venir s'implanter dans le Sud pour leur retraite et qui, 3 mois, 4 mois après, revenaient dans les Ardennes en disant c'est pas possible, les gens du Sud. C'est impossible de rentrer en contact avec eux, ils sont fermés. Totalement faux, parce que moi je suis comme toi parisienne, j'arrivais il y a 5 ans et... Alors voilà, donc quand j'avais entendu ça, par un, par deux, des gens que je connaissais bien en plus, donc quand elle m'a dit on va aller là-bas, j'ai dit ah ouais, bon bah écoute, ouais. Donc voilà, j'ai mis 6 mois pour venir. 6 mois pour venir. Mais finalement, tu t'es implanté. Ah bah finalement, oui, les gens du Sud sont très bien. Ils sont très accueillants finalement. Hein. Ah, bien qu'il y en a un qui, lorsque je suis arrivé, je me souviendrai toujours, il m'a dit, tu sais, les gens du Sud, hein, ils savent ouvrir les bras pour t'accueillir, mais par contre, ils ont du mal à les refermer. Et parfois, c'est vrai. Je sais pas. Mais enfin, moi, ceux que j'ai connus, franchement... Alors moi, on m'avait dit... Une Parisienne qui sourit, c'est plus une Parisienne. Ben c'est ça, en fin de compte, il faut... Moi, quand je suis arrivé dans les Ardennes, parce que, en fin de compte, je travaillais à Paris, et tout le temps que j'ai travaillé chez L'Oréal, donc pendant 25 ans, j'habitais dans les Ardennes. C'est-à-dire que tous les matins, je faisais 160 km pour aller travailler, et puis le soir, pareil, pour rentrer chez moi. Ah oui, quand t'aimes quelque chose, tu l'aimes. Ah oui, sans compter que j'étais à peu près plus de 4 mois par an hors de chez moi parce que j'allais aux États-Unis, un peu partout dans le monde pour chercher de la technologie. Mais bon, je faisais donc ce voyage tous les jours pour aller bosser. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé dans les Ardennes, que je ne connaissais pas du tout, j'ai connu les Ardennes parce que j'ai fait connaissance d'une Arlésienne, tout simplement, pas d'une Arlésienne, d'une Ardennaise. Bien que, quand je dis une Arlésienne, le village que j'ai habité s'appelait tout de même Herpy, l'Arlésienne. Donc, il y avait quelque chose de prémonitoire, peut-être. Voilà. Ah, c'est toute une histoire. C'est un rapport avec la ville d'Arles, bien entendu. Donc, quand j'habitais les Ardennes, bah oui, j'étais sur place et je ne connaissais personne. Et 6 mois après, je me souviens, il y avait des élections municipales, et on est venu me voir en me disant, est-ce que tu ne voudrais pas rentrer au conseil municipal? C'est ton caractère qui fait que tu sais tout de suite trouver ta place. Il y a quelque chose que je voudrais dire quand même, qui a à voir avec le corps. Oui. Il faut que tu en prennes soin. Oui, bien sûr. C'est important parce qu'il fatigue, non pas à cause de l'âge, mais parce que tu le malmènes quand même. Tu n'en prends pas vraiment soin. Alors, ça dépend ce qu'on entend en prendre soin. Par exemple, là, je viens de passer une scintigraphie cardiaque de façon à voir l'état de mon cœur, qui va très bien, super. Donc, c'est pas le cœur dont j'aurais parlé. Moi, ce dont j'aurais parlé, c'est un dos qui fatigue, mais le dos, qui a besoin d'être pris en charge, d'être soutenu, d'être alors musclé, soutenu c'est musclé, bien sûr, et assoupli.
Oui. Et puis j'aurais parlé d'un estomac qui est fragile et qui en a marre de prendre le relais parfois. Parce que là, tu nous as montré que tu es capable de beaucoup parler, de beaucoup te raconter. Ça, c'est vrai, mais c'est factuel. En réalité, les mots, les vrais mots qui te rongent, tu ne les exprimes pas suffisamment. Et c'est pourquoi je te recommanderais vivement Oui. parce que c'est bien quand on a été thérapeute. Alors quand tu dis les mots, alors, de quels mots s'agit-il? M-A-U-X, qui doivent devenir des mots M-O-T-S. Oui. Alors peut-être via des écrits, via des dessins, via ce que tu veux, mais il est important que ça s'exprime. Ton estomac est fatigué. Alors moi je pense que c'est pas mon estomac qui est fatigué, c'est plutôt ce qui est après. Juste après. Oui, les intestins. Oui, non, ça j'ai bien compris, mais si l'estomac va pas bien, les intestins ne vont pas bien. Alors, là c'est pareil, je suis régulièrement l'état de mes boyaux, d'une façon générale. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais c'est vrai que je ne ménage pas mon estomac, parce que, bon, je suis un bon vivant. Ouais, mais c'est Et pas je ça. tiens... Alors, les mots, alors, MAUX, dont je pourrais avoir... que je pourrais craindre plutôt que je peux avoir, parce que là, ça va bien. C'est tout de même, oui, je porte en moi, je dirais, la mémoire du cancer de mon grand-père et du cancer de mon père, ça c'est clair. Donc, je sais qu'au-dessus de ma tête, il peut y avoir une épée de Damoclès qui est présente, et j'en suis conscient, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors non, c'est pas ça. Il y a des choses que tu n'as pas transformées, que tu n'as pas réussi à pardonner, à transformer. Et ces choses-là doivent être exprimées. Pas forcément aux personnes concernées, mais elles doivent être exprimées. Si je puis me permettre. Oui, bien sûr, non, mais c'est intéressant de se poser des questions. Parce que ton estomac ne peut plus porter, il est fatigué de ça. Le cancer, ça c'est autre chose, c'était leur histoire. C'est assez drôle parce que les seuls, je dirais plutôt la seule personne avec qui j'ai eu des différends, avec qui je me suis expliqué, est morte depuis déjà très longtemps. Oui, mais tu sais, parfois les choses restent en suspens malgré tout. Et cette personne n'était ni plus ni moins que mon père. Et ça c'est clair que... Est-ce que tu t'es peut-être expliqué, mais tu n'as peut-être pas pardonné? Ah ben c'est clair que à mon père, je pense que je ne pardonnerai jamais. Et oui, et je sais que le pardon est quelque chose de très important. Voilà, parce que j'ai eu l'occasion d'aider des gens justement à pardonner. Et en plus, ce qui est bête, c'est que j'ai toutes les techniques pour J'imagine que tu les connais. Mais je veux dire, il y a certaines choses que je me refuse à faire, et celle-ci, je n'ai pas l'intention de le faire. C'est bien dommage, parce que tu abîmes ton estomac. Si je puis me permettre. Écoute, qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune, ce sera ma dernière question, qui veut se lancer et qui veut faire quelque chose comme toi, de la pâtisserie, mais à échelon artisanal, on s'entend. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ce que je lui conseillerais, c'est... La table ronde? Non. Non, la première chose que je lui conseillerais, c'est de vivre ce qu'il ressent. Et donc, s'il a envie de faire quelque chose, que ce soit de la plomberie, de la menuiserie, des gâteaux, du parapente, ce qu'il sent être juste, ce qui semble pour lui être important, répondre à ses valeurs, parce que ça c'est une chose importante, on néglige trop souvent ses valeurs et on ne les nourrit pas suffisamment. C'est normal, l'éducation que l'on reçoit nous en Voilà, empêche. donc c'est de ne pas hésiter. Il se rétablit peut-être, c'est pas un problème. Moi, je me suis retrouvé à genoux plusieurs fois, hein, mais on se relève. Mais l'important, c'est d'aller au bout de ses rêves, je dirais, voilà. D'avoir des rêves et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Bah, je dirais, il ne faut pas que ça devienne un cauchemar, donc il faut que ça reste un rêve. Donc il faut essayer pour commencer. Et quand on se met
à marcher, debout, à marcher. La marche est un déséquilibre qui repose sur une recherche d'équilibre. Et je pense que c'est ça en fin de compte. Vivre ses rêves, c'est partir de quelque chose qui peut être complètement abstrait. Autrement dit, nous plonger dans un déséquilibre le plus complet, mais par là retrouver son propre équilibre. Entièrement d'accord, Dominique. Mais écoute, merci, j'ai passé vraiment un bon moment à ta compagnie. Merci à vous aussi. Une signature et vous se termine aujourd'hui et vous dit à très bientôt. Au revoir Dominique. Au revoir à tous et au revoir à toi.